Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui pour assister à la présentation de mon mémoire. Donc, on va rester un petit peu moins d'une heure ensemble sur ce temps du midi. Donc, bon appétit si jamais certains d'entre vous sont en train de manger. Je vous propose de prendre la parole durant les 40 premières minutes environ et vous pourrez poser vos questions dans le chat au fil de l'eau, au fil de la présentation. Et j'y répondrai donc à la fin lors d'une petite séance de questions-réponses qui viendra conclure donc ce webinaire. Donc, si c'est bon pour vous, je vais commencer. Le mémoire que j'ai réalisé l'été dernier s'intitule «Le risque de crue de la Seine sur le bassin parisien». Donc, j'ai réalisé ce mémoire au sein du cabinet SIA Partners et en collaboration avec mes deux écoles, à savoir donc l'EURIA, que la plupart d'entre vous doivent connaître, et l'INSA de Rennes. Donc, je vais commencer par une petite introduction pour voir le sujet de façon plus précise. Le thème de ce mémoire a été d'appréhender le risque de crue de la Seine afin donc d'évaluer les pertes brutes sur un portefeuille MRH. Donc, il faut savoir que, comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, les crues de la Seine sont relevées depuis plusieurs centaines d'années maintenant, depuis exactement donc, le XVIIe siècle. En fait, les crues donc, sont relevées au pont d'Austerlitz, à Paris notamment. Et donc, on a un certain historique sur ces crues de la Seine. Et là, notamment, vous pouvez voir les crues de la Seine donc, strictement supérieures à 5 mètres depuis 1649. Donc, sur ce graphique, on observe qu'on a pu avoir trois crues majeures, la plus grande étant donc celle de 1658, avec près de 8,96 m de hauteur. Mais dans un passé plus récent, si je puis dire, la crue majeure relevée est celle de 1910. Et c'est d'ailleurs la crue qui sert très souvent de référence dans la littérature. Et donc cette crue de 1910 a vu l'eau monter et la Seine déborder jusqu'à une hauteur de 8,62 m. Comme je le disais, cette hauteur a été relevée au pont d'Austerlitz en janvier 1910. Et à l'époque, cette crue a été évaluée avec une période de retour de l'ordre de 100 ans, bien que ce chiffre a à l'époque et même encore aujourd'hui été un petit peu critiqué et remis en cause. Il s'avère que cette période de retour est potentiellement plus élevée, mais en tout cas, c'est le chiffre qui avait été communiqué à l'époque dans les médias notamment. Et c'est donc typiquement le genre de crue que redoutent les autorités au jour d'aujourd'hui, puisqu'on pourrait très probablement voir dans les prochaines années une crue de cet ordre survenir. Et il faut savoir que selon certaines études, on pourrait observer des pertes d'environ 20 milliards d'euros, sachant que ce ne sont que des estimations, donc on pourrait même observer des pertes bien supérieures. Donc c'est quand même quelque chose d'assez assez problématique. Donc c'est pourquoi j'ai réalisé ce mémoire avec pour objectif donc, de construire un modèle d'appréhension du risque de crue à partir d'un portefeuille MRH. Donc, en fait, on constitue une base de contrat que l'on avait en données internes. Donc c'est pour ça que vous n'aurez pas de grande précision quant aux données dans la suite de la présentation. Mais cette base de contrat possédait donc différentes caractéristiques, notamment évidemment les montants de garantie, les localisations des expositions, ainsi que différentes caractéristiques de ces expositions. Et donc l'idée était de mettre en lien cette base de contrat avec la modélisation du risque inondation pour donc évaluer et quantifier ce risque inondation de débordement de la Seine. Donc pour ce faire, j'ai construit un modèle sous ce schéma, à savoir un schéma classique de modèle d'évaluation de CatNat, sous forme de trois modules. Le module d'exposition, qui permet donc de localiser et de cartographier toutes nos expositions. Ensuite, le module vulnérabilité, qui va permettre donc de définir des taux de destruction et qui vont donc déterminer, pour une exposition touchée, quelle sera la perte associée en termes de taux de destruction, c'est-à-dire la proportion du bien qui sera détruit. Et le dernier module, c'est le module d'aléa, qui va permettre donc de modéliser l'aléa, à savoir le débordement de la Seine,
et de probabiliser donc ces pertes. Donc le plan que je vais vous présenter aujourd'hui suit tout simplement ces 3 modules, à savoir tout d'abord l'exposition et la cartographie, ensuite l'étude de la vulnérabilité, dans un troisième temps donc la modélisation de l'aléa, et enfin je terminerai par donc les résultats que j'ai pu observer, ainsi qu'une ouverture par rapport au réchauffement climatique. Et à l'issue donc de cette présentation, on fera, comme je vous le disais, une séance de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc la première partie est la partie cartographie des expositions. Donc la démarche est la suivante. J'ai mis en place des analyses donc univariées et bivariées sur la base de données MRH que je possédais. Et ensuite, j'ai cherché à géolocaliser mes expositions. Alors, il faut savoir que je possédais dans la base la latitude et la longitude de mes expositions. Mais tout le problème était d'avoir l'altitude de ces expositions, en fait. Puisqu'évidemment, on sait qu'une exposition qui sera en bord de Seine sera évidemment beaucoup plus à risque qu'une exposition loin de la Seine, mais il y a aussi le caractère de l'altitude qui rentre fortement en compte, puisqu'une exposition qui sera très en hauteur sera forcément moins à risque qu'une exposition qui sera dans une zone à basse altitude. Donc c'est pourquoi ce travail de géolocalisation d'exposition a été très important, pour pouvoir vraiment mapper les expositions à risque. Et la dernière étape de cette démarche des expositions, de la cartographie des expositions, donc c'est simplement de tracer ces expositions et de les cartographier. Donc pour ce faire, j'ai constitué une zone d'étude afin de me restreindre donc à une partie de la France. Donc pour cela, la zone d'étude considérée est donc globalement ce qu'on peut appeler le bassin parisien. Donc différentes raisons m'ont poussé à faire un tel focus. Tout simplement d'abord puisque j'ai simplement cartographié le risque de crue de la Seine. Et donc, il n'y a évidemment aucun intérêt à aller chercher des expositions qui seraient par exemple à Bordeaux. Un autre argument est que la concentration de nos expositions dans cette zone est évidemment très forte, puisque le bassin parisien est très peuplé. Donc, cela va de pair, évidemment. Et enfin, cela nous permet d'avoir une vue que l'on peut appeler parisienne et qui colle globalement avec beaucoup de rapports dans la littérature qui parlent notamment de pertes et de risques pour la capitale, qui constitue d'ailleurs un des risques principaux d'inondation en Europe. Et donc à droite, vous pouvez voir la cartographie des expositions du portefeuille. Et si on regarde un peu plus en détail les chiffres, on peut voir que le nombre de contrats en proportionnel par rapport à la France métropolitaine est d'un petit peu moins de 10%. Et c'est pareil pour l'exposition et les sommes assurées totales, donc ce qui représente quand même une bonne partie de notre portefeuille de base. Donc, comme je le disais plus tôt, la vraie question par rapport donc à nos expositions, c'est quelle altitude ont-elles, chacune d'entre elles. Et donc pour cela, j'ai utilisé une base de données en open data qui s'appelle modèle d'élévation numérique et qui est fournie par le programme Copernicus. Donc cette base de données m'a permis de mapper pour chaque exposition l'altitude correspondante. Alors, il faut savoir que la maille de données est d'environ 25 mètres par 25 mètres. Et donc, on peut considérer que c'est une maille qui est quand même très, très fine et très, très acceptable. Donc, grâce à cette base de données et au logiciel RStudio, j'ai pu donc cartographier l'altitude du bassin parisien. Et donc, vous pouvez voir le résultat de cette cartographie tout à gauche sur la carte avec les différentes altitudes. Et donc, on peut observer que l'altitude varie entre environ 30 à un peu plus de 180 mètres. Et sur la droite, vous avez différents zooms qui vous permettent notamment d'apprécier donc la finesse de cette maille de 25 mètres par 25 mètres. Alors, le zoom tout à droite est un zoom sur le pont d'Austerlitz, là où sont relevées donc, la majorité des crues de la Seine. Et un argument également qui nous fait dire que cette maille est très correcte et que lorsqu'on la compare à la largeur de la Seine, on peut voir que plusieurs pixels la constituent. Donc c'est une très bonne chose.
Alors, la problématique suivante était de cartographier la scène en elle-même. Le problème est que je n'ai pas trouvé en open data de base de données convenable pour la cartographie de la scène. Et donc, ça m'a obligé à choisir une méthode différente. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est de garder cette base de données et d'utiliser cette base de données de cartographie des altitudes pour reconstituer la scène. Et pour ce faire, j'ai utilisé la technique suivante. J'ai pris un seuil qu'on pourrait fixer donc aux altitudes les plus basses sur cette carte. Donc là, vous pouvez voir qu'il est d'environ 30 mètres. Et en fait, j'ai décidé que tous les pixels qui seraient en dessous de ce seuil seraient la Seine, seraient constitués comme l'eau, la Seine, et tous les pixels qui seraient supérieurs à ce seuil seraient considérés comme la Terre. Et le problème que j'ai eu en réalisant cette méthodologie est la dénivellation de la Seine. Puisqu'il faut savoir évidemment que la Seine possède un écoulement, et donc cet écoulement fait qu'on a une dénivellation qui va en fait nous empêcher d'utiliser cette méthode de façon brute. Puisqu'on peut le voir à droite, que si par exemple on considère le seuil 8, qui est le seuil de 31 mètres, on peut voir que la Seine est assez bien cartographiée pour ce qui est de la zone de Maison-Alfort, par exemple, mais qu'au plus on avance, au moins la Seine est bien cartographiée, puisqu'en fait, elle va également capter de la Terre, du fait de cette dénivellation. Donc on peut voir qu'entre l'amont et l'aval de Paris, on a déjà quelques mètres d'écart. Et donc pour résoudre cette problématique, j'ai décidé donc de découper la carte en fait en 8 zones, et qui va permettre, lorsqu'on la concatène, de réunifier la carte qui correspond donc à la Seine. Et donc on peut voir à droite que cette concaténation nous donne un résultat qui est plutôt très satisfaisant. Et lorsqu'on la compare à des cartographies, typiquement par exemple celle de Google Maps, on observe que c'est on va dire une approximation qui est quand même très très raisonnable. Et donc cette carte va constituer notre base qui va en fait être le niveau moyen de la Seine, donc le diamètre. Et ensuite, cela va nous permettre, donc, comme on possède les altitudes de chacun des pixels sur la carte, de faire monter les eaux et donc de caractériser le débordement de la Seine. Donc typiquement, là vous voyez le niveau moyen d'un mètre. Et ensuite, vous pouvez voir le niveau atteint par la crue de 2016, qui est une des crues moyennes, on va dire, les plus récentes, donc où l'eau avait atteint 6,10 mètres. Donc on peut voir les débordements, le débordement de l'eau et les zones qui se retrouvent touchées par une inondation. Et on peut faire de même ensuite avec une hauteur encore supérieure, à savoir 8,62 m, qui est donc le niveau atteint en 1910 de la crue de référence, comme on en discutait plus tôt. Et donc en fait, c'est la concaténation de ces deux étapes, à la fois la cartographie des expositions et les cartes d'empreintes de crue, qui vont nous permettre donc de tracer nos cartes finales, qui sont nos cartes d'exposition dans l'empreinte de crue. Donc là, on peut voir qu'on a la crue et on a des expositions qui sont, entre guillemets, sous l'eau, donc qui sont dans cette empreinte de crue. Donc là, typiquement, vous pouvez voir, selon où vous habitez, si vous êtes un point rouge ou si vous y échappez. Et une fois qu'on a cette cartographie, ça nous permet de calculer et de tracer sur le graphique que vous voyez à droite la part d'exposition touchée. Et donc, on peut ensuite mapper des crues de référence comme celle de 2016, de 2018, de 1910. Et donc, en fait, on observe la part d'exposition touchée dans notre portefeuille. Donc là, pour celle de 1910, on est aux alentours de 7%, par exemple. Et donc, cela constitue donc notre module d'exposition. Et on peut donc passer au second module, qui est le module de vulnérabilité. Donc, qui va consister à calibrer les taux de destruction conditionnels à certaines caractéristiques des biens assurés. Donc, la démarche est la suivante. On va réaliser une sélection de variables qui vont influer donc, sur nos taux de destruction. Ensuite, on va analyser notre base de sinistre. Puis, on va donc calibrer ces taux de destruction qui vont nous permettre enfin d'évaluer les pertes brutes
pour chacune de nos expositions individuelles qui seraient touchées par une crue de la Seine donnée. Et en concaténant donc toutes ces pertes individuelles, on obtient évidemment les pertes donc globales sur notre portefeuille. Donc pour cela, j'ai réalisé une analyse de la base de sinistre. À gauche, vous pouvez voir par exemple une courbe de taux de destruction pour les maisons, avec donc sa courbe de régression logistique associée. Cependant, je n'ai pas voulu me restreindre à une unique courbe, puisqu'en fait, il paraît assez logique et intuitif qu'il y a certaines variables qui vont influer grandement sur les taux de destruction. Typiquement, le simple fait d'être un appartement ou une maison, on aura potentiellement donc, des taux de destruction différents, une réaction différente à une inondation. De même, si on a un appartement, évidemment, l'étage sera une variable primordiale, puisque un appartement qui sera au rez-de-chaussée ne sera évidemment pas touché de la même façon qu'un appartement qui sera au dernier étage, par exemple. Et enfin, la troisième variable que j'ai considérée comme influente, c'est l'année de construction, l'année de construction du bien. Puisque, évidemment, encore une fois, un bien qui sera construit dans des années très, très antérieures va avoir forcément des matériaux différents et évidemment un âge différent, ce qui fera qu'il réagira de manière différente à une inondation potentielle. Et donc, vous pouvez voir sur les graphiques en dessous la segmentation selon donc, le type d'habitation, maison ou appartement avec l'étage associé, en sachant que dans notre base, on n'avait pas de distinction entre l'étage 1, 2, 3, 4, etc. On a seulement donc rez-de-chaussée, dernier étage et intermédiaire. Et donc l'année de construction comme deuxième segmentation. Cependant, j'ai réfléchi à une problématique supplémentaire par rapport à ce taux de destruction. Et notamment, j'ai été influencé par un rapport que j'ai pu parcourir, le rapport du CEPRI, qui est donc le Centre européen de prévention du risque inondation. Et en fait, ce rapport témoignait du fait qu'on avait des destructions des biens différents selon en fait, la durée d'immersion de ces biens. Ce qui en fait paraît encore une fois assez intuitif, puisque un bien qui sera immergé seulement pendant quelques minutes ou quelques heures ne sera pas touché de la même façon qu'un bien qui sera immergé pendant une semaine, par exemple. Donc en fait, j'ai décidé, donc, sur la base de ce rapport, d'effectuer une petite modification des taux de destruction en donc les retraitant par rapport à la durée d'immersion. Et donc j'ai réalisé 3 classes en rapport, donc encore une fois, avec le rapport donc, du CEPRI, à savoir une classe de durée d'immersion inférieure ou égale à 2 jours, une classe 2 à 4 jours d'immersion et une classe supérieure ou égale à 4 jours. Et donc, j'ai pu donc, réaliser cette inflation sur mes taux de destruction, à savoir que du coup, les taux de destruction de base sont ceux de la classe inférieure ou égale à 2 jours, et qu'ensuite, je les ai augmentés pour les classes supérieures. Et donc, le fait d'avoir rajouté cette paramétrisation dans le modèle fait qu'en fait, ce n'est plus simplement la hauteur d'eau que l'on va considérer pour obtenir donc, une crue et des pertes associées, mais ça va être toute la dynamique de la crue qui va nous intéresser. Puisque vous pouvez le voir donc, sur le graphique à gauche, que si vous avez une exposition à une altitude Z2, eh bien, ce n'est plus simplement la hauteur d'eau entre donc, le pic de la crue et cette altitude qui va nous intéresser, mais également la durée T2-T1 durant laquelle l'exposition est immergée. Donc, en fait, tous ces paramètres font qu'on a vraiment des taux de destruction qui sont assez fins, mais le problème qui en découle est qu'on ne peut pas forcément les représenter de manière unique avec simplement une courbe ou une simple table ou un simple plan. C'est pourquoi on est obligé de figer des paramètres pour pouvoir en fait observer. Donc, par exemple, à gauche, vous pouvez voir un plan de destruction lorsque l'on fige le paramètre du type d'habitation à maison et la durée d'immersion à 3 jours. Et à droite, vous avez donc un format différent sous forme de table de destruction. Et donc là, pareil, vous pouvez voir selon la hauteur d'immersion, la durée d'immersion et l'année de construction, quels seront les taux de destruction associés. Et pareil, sur la table en dessous pour un appartement au premier étage.
donc, encore une fois, on va utiliser donc, ces taux de destruction, mais couplés à notre premier module, à savoir le module d'exposition, donc pour calculer les pertes brutes globales. Comme je le disais, on va prendre nos expositions individuelles qui sont touchées par la crue que l'on considère. On va y appliquer nos taux de destruction par rapport aux caractéristiques assurées, et cela va nous donner nos pertes brutes individuelles que l'on concatène pour nous donner les pertes brutes globales, que l'on peut voir à droite. Et donc cela termine notre deuxième module de vulnérabilité. Et le dernier module est le module d'aléa. Donc là, il va falloir modéliser les crues de la Seine, calculer les périodes de retour pour donc évaluer les pertes associées. Donc là, c'est évidemment un module assez complexe et très différent des deux précédents. Donc la démarche a été la suivante. La première étape était donc de récupérer des données historiques sur la hauteur d'eau de la Seine, mais également sur les précipitations, puisque j'ai choisi en fait, de mettre en place un modèle explicatif qui, en fonction de la pluviométrie sur le bassin de la Seine, détermine quelle est la hauteur d'eau relevée à Austerlitz. Et donc, en fait, pour ce faire, je n'ai pas simplement récupéré les hauteurs d'eau de la Seine et effectué une calibration dessus, mais j'ai bien récupéré donc, les précipitations et j'ai essayé de mettre en place un modèle expliquant, en fonction des précipitations, quelle est la hauteur de la Seine observée à Austerlitz. Donc, c'est pour cela que j'ai récupéré les données à la fois des hauteurs d'eau et à la fois des précipitations. La deuxième étape a été donc d'étudier la dynamique de la Seine pour connaître les lags entre les stations. Donc, je n'ai pas simplement récupéré les hauteurs d'eau à la station d'Austerlitz, mais j'ai récupéré les hauteurs d'eau sur différentes stations du bassin de la Seine et j'ai cherché à calculer les lags entre ces stations, c'est-à-dire la durée d'écoulement de l'eau. Vous verrez plus tard pour quelles raisons. La troisième étape est de mettre en place donc, le modèle explicatif, donc, qui va, comme je le disais, calculer selon les précipitations du bassin versant la hauteur d'eau relevée à Austerlitz. La quatrième étape étant le calibrage des lois qui régissent les précipitations. Et ensuite, on y applique donc une copule pour mettre en place donc, la structure de dépendance, puisqu'il est assez évident que la pluviométrie observée dans le bassin parisien sur différentes stations sera évidemment très fortement liée, puisque voilà, s'il pleut à Paris, il y a de fortes chances qu'il pleuve 100 mètres en amont. Et enfin, toute cette modélisation nous permet de réaliser des simulations sur donc, par exemple, l'année 2023, sur une année complète, et qui nous permettent, une fois qu'on en réalise donc, plusieurs milliers, de calculer les périodes de retour de certaines crues, notamment de la crue de 1910, pour la comparer théoriquement avec donc, la valeur qui a été spécifiée à l'époque, à savoir crue à période de retour 100 ans. 100 ans, pardon. Donc là, vous pouvez voir la cartographie du réseau étudié à gauche. Donc, ce réseau est un réseau que j'ai reconstitué à partir des données Hydro-France, donc en open data. Vous pouvez voir que l'on a une bonne dizaine de stations qui sont donc placées à différents endroits sur le bassin versant de la Seine. La plupart de ces stations étant donc directement sur la Seine, mais certaines sont aussi sur la Marne, sur l'Yonne et sur l'Aube. Donc, selon la couleur, vous voyez sur laquelle d'entre elles se situe. Et donc, une fois que j'ai récupéré ces données, alors il faut savoir tout d'abord que ces données étaient assez disparates en termes de lag temporel, c'est-à-dire que déjà au fur et à mesure que les données étaient plus récentes, on avait un nombre de relevés plus important. Par exemple, à Austerlitz, on a un relevé toutes les 10 minutes, date d'aujourd'hui, alors qu'il y a plusieurs dizaines d'années, c'était des relevés un peu plus espacés. Et même, il y a certaines stations qui n'ont des relevés que journaliers, par exemple. Et donc, c'est pour cela que j'ai dû effectuer une interpolation de ces données, puisqu'en fait, j'ai cherché à calculer la vitesse d'onde de crue, comme je le disais précédemment. Donc, l'idée, c'est de partir de la hauteur d'eau Austerlitz, la courbe que vous voyez en noir, et ensuite, pour chacune des stations du réseau que l'on a considérées,
de tracer donc cette hauteur d'eau. Donc là, vous pouvez voir un exemple en jaune, donc sur l'aube, et donc de déterminer le lac temporel entre ces deux courbes, qui va donc en fait correspondre globalement au temps moyen d'écoulement entre donc cette station pour aller jusqu'à Austerlitz. Donc on peut voir à l'œil nu clairement que ce lag est visible, et il a donc fallu trouver une méthode pour le déterminer. Et donc pour cela, j'ai en fait calculé la somme des erreurs des deux courbes et j'ai effectué différents lags par pas de 10 minutes. Et j'ai cherché tout simplement le pas optimal qui faisait coller au mieux les deux courbes. Et donc j'ai réalisé cela pour l'ensemble des stations du bassin. Donc c'est pour cela que j'ai dû réaliser une interpolation, puisqu'on n'avait pas forcément un pas de 10 minutes sur chacune des stations, et qu'on peut également observer sur certaines stations des données manquantes, comme là on peut le voir sur le graphique. En fait, donc il y a eu tout un travail de retraitement que je ne vais pas forcément détailler, puisque ce n'est pas l'objet vraiment du problème. Ce n'est pas le plus intéressant. Donc voilà, j'ai pu réaliser tous ces calculs, et ensuite cela m'a permis de réaliser donc la carte de la dynamique du fleuve. Et donc là, vous pouvez voir en nombre de jours, en journée, combien de temps met théoriquement une goutte d'eau à traverser le réseau et à arriver au point de Paris à Austerlitz. Donc on peut voir qu'assez logiquement, au fur et à mesure que l'on recule en amont de Paris, la durée est forcément plus élevée. Et d'ailleurs, on peut voir donc, les lags maximaux sur chacun des ponts du fleuve. Donc voilà, vous pouvez voir notamment qu'on est à 3 jours au plus loin dans la Seine, ou 4 jours pour l'Aube. Et donc ça, on peut l'observer pour chacune des stations. D'ailleurs, je les ai comparés théoriquement avec des données que j'ai pu trouver sur Internet, des rapports notamment de la DRIE. Et on peut voir qu'on a des données qui sont globalement cohérentes. Par exemple, alors cela constitue en fait les bulles que vous pouvez voir à la base en fait de chaque point de la Seine. Et donc, on peut voir qu'il varie entre 2 à 3 jours, 3 à 4 jours, 6 à 8 jours, et 6 à 8 jours encore, et que cela correspond à peu près aux données que j'ai trouvées théoriquement, bien qu'il y ait évidemment des légères différences. Et l'étape suivante a été l'analyse de la pluviométrie. Donc pour cela, j'ai récupéré les données pluviométriques de différentes stations du bassin versant de la Seine. Il faut savoir donc que ces stations sont des données en open data, encore une fois, donc de données ISD, qui sont donc sur l'ensemble du bassin de la Seine, bien qu'on en ait un nombre légèrement inférieur à ceux des stations hydrauliques. Et là, vous pouvez voir donc sur le graphique que j'ai tracé les cellules de Voronoi de chacune de ces stations, qui correspond en fait à chacun des points de la carte. À quelle station est-il rattaché? Laquelle des stations est la plus proche de ce point de la carte? Et donc on observe qu'on a globalement une caractérisation assez homogène de la carte, avec donc nos différentes stations. Donc j'ai réalisé une analyse des pluviométries historiques sur chacune de ces stations. Et en regardant un peu plus en détail, notamment les moyennes et les écarts types historiques mensuels par station, j'ai observé certaines disparités, ce qui pouvait évidemment se deviner, mais ça s'est concrétisé en termes d'analyse. Et donc en fait, ça m'a poussé à choisir donc, de réaliser des calibrages différents selon donc, la station, évidemment, mais également selon le mois de l'année. Donc, ce qui fait qu'en fait, on se retrouve au final à avoir un calibrage par station et par mois, ce qui du coup en fait beaucoup. Donc, l'idée, comme je le disais plus tôt, était de mettre en place un modèle explicatif qui va donc, selon la pluie relevée dans ce bassin, nous donner la hauteur d'eau à Austerlitz. Mais en fait,
Pour cela, j'ai dû homogénéifier la temporalité donc, des relevés à la fois de la hauteur d'eau et de la pluviométrie. Et j'ai décidé, en accord donc, avec le graphique que vous pouvez voir ici, de partir sur un lac temporel de demi-journée. Puis il fallait avoir un lac temporel quand même assez élevé pour que la hauteur puisse se modifier et que la demi-journée me paraissait intéressante comparée au lac qu'on pouvait observer entre chacune des stations. J'ai donc choisi de modéliser la hauteur d'eau relevée donc à Austerlitz par demi-journée et de la modéliser grâce aux pluies relevées, encore une fois, par demi-journée dans le bassin versant. Sauf qu'évidemment, la pluviométrie que l'on observe dans le bassin, et notamment très en amont de Paris, ne va pas influer à l'instant T sur la hauteur d'eau Austerlitz, mais va influer avec un certain décalage. Donc s'il pleut typiquement à la station Longuevic, eh bien, la hauteur d'eau de la Seine à Paris-Montsouris, enfin à Paris Austerlitz plutôt, va influer et va augmenter, mais évidemment avec un certain lac temporel. Et c'est pour cela que j'avais réalisé l'étude en amont des lacs temporels entre chacune des stations hydrauliques, puisque c'est ce lac temporel qui nous permet de dire qu'une goutte de pluie qui tomberait aux alentours d'une de ces stations mettrait environ 3 jours à influer sur donc, la hauteur d'eau à Austerlitz. Et donc, si on regarde le résultat de notre modèle explicatif, il ne garde pas toutes les stations que l'on considère à la base, il en garde 4, avec des lacs temporels différents. Donc, la station de Brétigny avec un lac temporel nul, c'est-à-dire la pluie qui tombe à l'instant T. Donc, on peut voir que c'est globalement la pluie qui tombe juste avant Paris-Austerlitz, juste avant d'entrer dans Paris. Et ensuite, vous avez la station Villaroche avec un lac 1, c'est-à-dire une demi-journée. Et on peut observer sur la carte que c'est bien la station qui est tout juste celle en amont de Brétigny. Ensuite, vous avez la station de Barberet avec un lac de 3 demi-journées. Et enfin, la station Robinson avec un lac de 10 demi-journées. Donc, ce qui correspond à peu près à ce qu'on observait dans notre étude de la dynamique de la Seine. Donc, ce qui est une bonne chose. Donc, l'étape suivante a été le calibrage de la pluviométrie, comme je le disais. Et pour ce faire, j'ai choisi de mettre en place un modèle fréquence-intensité pour donc calculer d'un côté le nombre de jours de pluie dans le mois et de l'autre côté donc l'intensité de ces pluies. Donc là, vous pouvez voir à gauche, par exemple, la proportion du nombre de jours de pluie sur une station, que je n'ai pas indiqué d'ailleurs. Donc là, on peut voir qu'on est autour de 30% pour un mois donné et une station donnée. Et donc, pour ce qui est de la fréquence, j'ai mis en place une règle permettant de calibrer donc une loi de Poisson ou une loi binomiale ou négative binomiale selon la dispersion observée. Et ensuite, j'ai cherché donc à calibrer l'intensité, donc encore une fois, toujours par station et par mois, en effectuant donc un test sur tout un tas de lois et en utilisant le maximum de vraisemblance comme indicateur donc pour choisir notre loi qui fit le mieux. Donc, vous pouvez le voir sur le graphique central, une adéquation de la loi log normale pour Paris-Montsouris en janvier. Et donc ensuite, une fois que j'ai terminé la meilleure loi, j'ai quand même réalisé quelques vérifications et quelques tests pour être sûr que ces calibrages étaient assez qualitatifs, bien qu'évidemment, le fait de séparer en station et en mois fait qu'on a un nombre de données qui est forcément plus faible et donc des calibrages qui sont moins forcément puissants. Et donc, une fois qu'on a réalisé tout cela, cela nous permet de réaliser, donc, comme je le disais, nos simulations. Donc, on va simuler la pluviométrie par station et par mois que l'on observe sur les 4 stations qui nous intéressent, qui sont dans notre modèle. On va agréger donc, cette pluviométrie à l'aide de copules. Donc, j'ai simplement utilisé des copules gaussiennes par souci de simplification. Et donc, ça nous donne nos pluviométries simultanées sur le bassin versant. Et une fois que l'on a donc nos pluviométries sur l'année entière, on va donc effectuer une prédiction grâce à notre modèle de la hauteur d'eau à Austerlitz sur l'année entière. Et grâce à cela, on va pouvoir calculer donc avec nos taux de destruction les pertes sous-jacentes donc, à cette dynamique de crue sur l'année
Et en réalisant des milliers et des milliers de simulations, on va pouvoir calculer les périodes de retour et les pertes brutes annuelles qu'on observe sur toutes ces simulations. Donc, la dernière partie de cette présentation constitue à vous démontrer un petit peu les résultats que j'ai obtenus et effectuer une ouverture quant au réchauffement climatique. Donc, ici, vous pouvez voir quelques résultats. Vous avez à gauche dans le tableau en fait, la période de retour empirique et la période de retour estimée selon la hauteur d'eau que vous considérez. Donc là, la période de retour empirique, en fait, elle a été calculée avec le graphique que je vous ai présenté au tout début, à savoir, par exemple, 8,50 m, combien de crues supérieures à 8,50 m ont été observées depuis que l'on observe des crues. Donc c'est pour ça que les périodes de retour empiriques des très grosses crues sont très peu fiables puisqu'elles sont basées sur un très 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 faible nombre de crues, vraiment historiques. Et les périodes de retour estimées donc, sont celles qui ont été estimées avec toutes les simulations réalisées dans le cadre de mon modèle. Et donc vous pouvez voir à gauche la hauteur d'eau en fonction de la période de retour. Et à droite, vous avez dans le sens inverse la période de retour et la hauteur d'eau qui est associée à cette période de retour, avec les pertes estimées donc, sur notre portefeuille. Et pour terminer, donc, vous avez le graphique qui correspond donc à ces tableaux. À savoir, ça vous permet en fait d'observer selon où vous vous situez sur la carte, selon la couleur sur laquelle vous vous situez, en fait, quelle est votre période de retour de crue. Typiquement, si vous êtes dans ce qui constituera les couleurs bleu foncé, vous allez avoir une période de retour très faible, typiquement inférieure à 5 ans par exemple. Alors que si vous vous situez sur les couleurs qui sont plus chaudes, donc jaune, orange, rouge, vous aurez des périodes de retour qui sont beaucoup plus élevées. Et enfin, si vous êtes en dehors de toute couleur, c'est que normalement, vous devriez être tranquille. Donc, pour terminer, j'ai réalisé une étude d'impact du réchauffement climatique, puisqu'évidemment, c'est une problématique d'actualité, notamment en ce moment avec les élections. Et donc, ça a un fort impact négatif, évidemment, sur les catastrophes naturelles et la prise de conscience, que ce soit citoyenne ou des régulateurs, est quand même de plus en plus présente. Et on peut le voir d'ailleurs au travers de la mise en place d'exercices pilotes climatiques, avec notamment celui de la CPR donc en 2020, ou la BCE qui projetait d'en faire un en 2022, donc cette année. Et également, on peut citer donc, le 6e rapport du GIEC, qui était sorti l'été dernier, et dont le 2e volet est sorti il y a très peu de temps, qui prévoit donc une hausse des températures de 1,5 degré d'ici 2100 dans le cas le plus optimiste. Et encore, c'est quelque chose qui est encore discuté aujourd'hui. On se demande même si ce sera possible d'avoir une hausse aussi faible. Et donc, cela implique une augmentation de la fréquence et de l'intensité de la plupart des catastrophes naturelles, avec donc une responsabilité de l'homme qui est sans équivoque, et toutes les régions du monde qui sont concernées. Donc, voilà les quelques points à retenir de ce rapport. Et donc, pour mettre en lien ce rapport avec la modélisation que j'ai réalisée dans le cadre de mon mémoire, j'ai donc fait une petite étude de sensibilité au réchauffement climatique. Donc pour cela, j'ai réalisé une interprétation qualitative de 3 scénarios définis par le GIEC afin d'illustrer donc le modèle. Donc c'est-à-dire un scénario optimiste, un scénario médian et un scénario pessimiste. Mais il faut savoir que les chiffres que j'ai utilisés ne sont pas des chiffres qui sont présents dans le rapport ou qui sont tirés de la littérature, mais sont simplement des chiffres en fait, qui permettent une interprétation qualitative des scénarios et qui permettent d'observer déjà un premier pas vers donc, une sensibilité et une évolution de nos lois de précipitation. Et ce ne sont pas des chiffres tirés du rapport. Donc pour cela, j'ai choisi dans un premier temps, pour le scénario dit optimiste, d'effectuer une baisse de 5% de la fréquence et une augmentation de 5% de l'intensité, puisqu'en fait, j'ai pu voir dans la littérature que tous les chercheurs n'étaient pas d'accord. Et autant pour la température, évidemment, on sait tous qu'elle
elle a tendance à augmenter et qu'elle va augmenter dans l'avenir. Autant pour les précipitations, c'est quelque chose qu'on maîtrise un petit peu moins. Et certains chercheurs prédisent plutôt une baisse de la fréquence de la pluie, mais une augmentation de l'intensité et des épisodes pluvieux très intenses. Donc en fait, c'est assez pratique avec la modélisation que j'ai mis en place, à savoir fréquence-intensité. Ça nous permet donc de tester une baisse de la fréquence de 5%, couplée à une augmentation de l'intensité de 5%. Et donc on s'attend à ce que cela quand même augmente potentiellement notre risque de crue, puisque comme je le disais, c'est les épisodes pluvieux très intenses et très rapprochés qui sont les plus dangereux pour observer une crue. Ensuite, vous avez deux scénarios donc un peu moins optimistes. Le scénario médian, qui consiste à une augmentation de 5% de la fréquence et de 5% de l'intensité, et le scénario le plus pessimiste, à savoir une augmentation de 10% des deux indicateurs. Et donc ici, vous pouvez voir les résultats obtenus au travers de cette étude avec les 4 cartographies associées et l'évolution donc des périodes de retour cartographiées donc, sur ces 4 graphiques. Alors évidemment, donc là, on ne voit pas forcément très précisément l'évolution, mais elle est quand même réelle. Et donc, il est peut-être un petit peu plus facile de voir cette évolution lorsque l'on regarde donc l'évolution des périodes de retour sur le graphique de gauche. Puisque là, vous pouvez voir que sur le scénario actuel, vous avez des périodes de retour qui sont plus élevées que sur les scénarios testés. Avec donc une baisse de ces périodes de retour. Et par exemple, on peut voir que pour la crue de type 1910, là, on était à une période de retour d'environ 200 ans. On arrive plutôt 400 ans, pardon. On arrive plutôt à quelque chose de l'ordre de 150 ans pour le scénario le plus pessimiste. Et donc voilà pour cette petite étude d'impact du réchauffement climatique qui constitue donc un réel défi pour l'avenir. Donc pour conclure, le travail qui a été réalisé dans le cadre de ce mémoire a été la mise en place d'un modèle d'évaluation du risque de crue complète, donc au travers des 3 modules que j'ai souhaité modéliser. Et c'est un travail évidemment qui est à suivre et qui est fortement améliorable, si je puis dire, puisque évidemment il a été fait donc, dans le cadre d'un mémoire, mais que c'est une thématique vraiment fortement d'actualité et qui mériterait énormément de travaux et qui est encore trop méconnue. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ce thème. Alors, les utilisations du modèle, évidemment, sont diverses. On peut citer exercice pilote climatique comme celui de la CPR, évidemment. Mais on a évidemment plein de thèmes et plein d'utilités à ce genre de modèle. Et enfin, j'ai listé donc quelques pistes, notamment pour affiner justement et améliorer ce modèle, en lien avec ce que je disais plus tôt. Donc, une idée serait de mettre en place, la première idée auquel j'ai pensé, était de mettre en place un modèle météorologique plus complexe, puisqu'il faut savoir qu'on a quand même modélisé la pluviométrie de façon quand même relativement, on va dire, simpliste, mais qu'on sait très bien que des grands organismes comme Météo France, par exemple, possèdent des méthodes et des modèles très complexes, et donc qui pourraient certainement améliorer de façon assez drastique ce genre d'études. On pourrait également effectuer des nouveaux calculs de sensibilité en lien avec donc, ce que je disais, à savoir que les chiffres que j'ai utilisés sont vraiment des chiffres tests, entre guillemets, et que donc à l'avenir, lorsqu'on aura potentiellement des prévisions sur donc les vraies évolutions de la pluviométrie à cause du réchauffement climatique, on pourrait avoir potentiellement des études et des chiffres un petit peu plus fiables. Également, pour ce qui est du modèle, on pourrait imaginer différentes choses, notamment la prise en compte de l'aval, puisque je n'ai modélisé que le bassin versant en amont de Paris, mais que l'aval peut aussi avoir une influence. On peut imaginer par exemple que si en aval direct de Paris, on a de fortes pluies qui surviennent, et bien en fait le fait que l'eau monte assez rapidement, donc tout juste en aval de Paris,
pourrait freiner l'écoulement de l'eau et donc pour potentiellement influer et causer une crue dans Paris. Donc c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de considérer. Une autre idée était de considérer les coefficients de marée, puisque de même, lorsque les coefficients de marée sont élevés et que la mer est très haute à l'embouchure, eh bien, on sait que ça a une influence sur l'écoulement jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres parfois, donc en amont de cet écoulement. Et donc, c'est aussi un point qui pourrait potentiellement influer sur le risque de crue de la Seine. L'absorption des sols est également un paramètre intéressant, puisque on sait de fait que lorsque l'on possède des sols qui sont engorgés d'eau et que l'eau ne peut plus s'infiltrer, elle va avoir tendance à ruisseler vers les rivières. Et donc, ce qui va faire que on va potentiellement observer des crues. On aura plus de chances d'observer des crues lorsque les sols seront gorgés d'eau. Et enfin, la prise en compte des lacs de réserve. Alors, c'est un point que je n'ai pas forcément abordé lors de la présentation, mais c'est vrai qu'il existe des lacs de réserve qui ont été construits pendant le XXe siècle, donc dans le but de prévenir ces crues. Mais on sait très bien que même si ils sont bénéfiques et qu'ils ont un intérêt, ils ne permettent pas, ils ne suffisent pas du tout à pouvoir prévenir une crue de l'ordre de celle de 1910. Et si je cite d'ailleurs le directeur à l'époque de l'IIBRBS, l'Institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine, voilà, il avait dit que la création de ces lacs de réserve permettait, si jamais on avait observé une crue de l'ordre de celle de 1910, d'écréter en fait cette crue de 60 cm. Donc en fait, de passer de 8,62 m à 8,02 m par exemple. Et donc, ce qui permettrait quand même de baisser d'une assez forte manière la hauteur d'eau, mais ça ne suffirait pas à évidemment prévenir d'une crue quand même assez destructrice. Et enfin, une dernière idée était d'obtenir un historique de sinistralité plus complet, puisqu'évidemment, lorsque l'on a observé très peu de crues de l'ordre de celle de 1910, voire même dans un historique assez récent, simplement celle-là, il est compliqué d'avoir des historiques assez robustes et assez fiables. Et donc, une idée serait potentiellement de regarder d'autres régions, puisqu'en fait, on a évidemment des similarités entre les différents bassins, et que ce genre de modèle pourrait être appliqué à un autre bassin que celui de la Seine. Donc, c'est pourquoi cela pourrait être une idée intéressante. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, je suis désolé, j'ai parlé peut-être un petit peu longtemps, un petit peu plus longtemps que prévu, mais du coup, je vais lire attentivement vos questions et essayer de répondre à un maximum d'entre vous. Alors, quel package a été utilisé pour le graphique slide 12? Question de Louis-Stéphane. Alors, c'est le package Leaflet. Il me semble que c'était noté sur le slide. Donc voilà, c'est le package Leaflet. Une question de Benoît. Il paraît qu'en 1910, la saturation des nappes phréatiques a été aussi cause d'inondations. Comment prendre en compte cela? Alors, en effet, donc ça rejoint un petit peu l'ouverture que je viens de faire, à savoir que c'est un vrai paramètre qui entre en jeu et que donc il serait très intéressant de le prendre en compte, mais aussi, je pense, très complexe. Mais ce serait vraiment très, très utile de mettre ce paramètre dans un modèle comme cela. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps pour le faire. Nicolas, y a-t-il une prise en compte de la gestion des barrages? Du coup, non. Comme j'ai pu le dire, en effet, je ne l'ai pas pris en compte. La gestion des barrages, ce n'est pas quelque chose non plus que j'ai pu prendre en compte. On peut voir à travers toutes vos questions, et même au cours de la réalisation de ce mémoire, que j'ai imaginé vraiment énormément de facteurs influents que malheureusement on ne peut pas ou il est très compliqué de prendre en compte. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé forcément de faire certaines simplifications.
Pour la pluviométrie, vous utilisez le nombre de jours de pluie par mois. Le paramètre du nombre de jours d'affilée est-il également pris en compte? Alors, il n'est pas pris en compte. En fait, on va donc simuler le nombre de jours de pluie par mois. Et en fait, ils vont être répartis de façon aléatoire au cours du mois. Mais c'est vrai qu'il pourrait être intéressant de mettre en place un modèle qui prendrait en compte les jours de pluie d'affilée. Typiquement, je pense à un modèle du type une chaîne de Markov qui pourrait en fait associer une probabilité différente du fait qu'il ait plu la veille. Puisqu'on sait très bien que forcément, s'il pleut à un jour T, il y a un peu plus de chances qu'il pleuve à un jour T plus 1 que s'il n'a pas plu. Donc oui, ça pourrait être aussi une amélioration du modèle à prendre en compte. Alors, quelle garantie avez-vous chiffré MRH uniquement pour l'interrogation? Avez-vous pris en compte également la perte d'exploitation, par exemple? Alors, non, juste la garantie MRH. Alors, GIEC rehaussement niveau de la mer et sol plus sec entraînant plus de problématiques de ruissellement des pluies. La baisse de fréquence modélisée est-elle vraiment réaliste? Alors, comme je le disais, malheureusement, les scientifiques ne s'accordent pas vraiment sur ce point et il y a encore beaucoup d'incertitudes, ce qui fait donc qu'on n'est pas certain du fait que la fréquence augmente ou qu'elle soit même modifiée. Mais j'ai pu lire que certains scientifiques parlent d'une baisse de la fréquence, mais par contre couplée à vraiment une augmentation des épisodes très intenses. C'est pour ça que j'ai décidé de réaliser ce test d'études de sensibilité. Mais évidemment, ça reste à discussion et c'est quelque chose on ne maîtrise pas encore. Alors, bonjour. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer comment intervient la durée d'immersion dans le modèle? Alors, en fait, comme vous avez pu le voir au travers du dernier module, on va réussir à modéliser l'ensemble de la dynamique de la crue sur l'année entière. Et donc, cela va permettre de tracer la hauteur d'eau sur chaque demi-journée de l'année. Et donc, on va pouvoir donc prendre en compte la durée d'immersion, puisqu'on va avoir une exposition qui est à une altitude Z. En fait, si l'eau dépasse cette altitude-là, eh bien, donc on va compter le temps pendant lequel l'eau sera supérieure donc, à cette altitude 0 de la maison ou de l'appartement. Et en fait, ça va constituer la durée d'immersion. On va simplement regarder quand est-ce que la courbe de la hauteur d'eau va repasser en dessous de cette altitude et on va calculer le lag entre ces deux dates. Est-ce que les bassins, lacs de rétention ont un impact sur la calibration? Alors en effet, je pense que oui, je pense qu'ils ont eu un impact, bien que lorsque l'on regarde les données brutes, on n'a pas forcément une diminution drastique des crues historiques à partir du moment où les bassins ont été mis en place. Mais c'est sûr qu'ils ont forcément eu un impact et qu'ils ont un impact et que donc en fait, ils biaisent un petit peu les données à partir du moment où ils ont été construits. Avez-vous pu comparer vos modèles aux résultats commerciaux du marché? Alors non, malheureusement, je n'avais pas accès à beaucoup de comparatifs. Et c'est vrai que du coup, dans le cadre du mémoire, je n'ai pas forcément pensé à faire cela, ni eu le temps, évidemment, parce que j'ai dû forcément faire des choix. Bonjour, quelle est la source Open Data pour les données de vitesse d'onde de crue? Alors, du coup, comme je le disais, c'est simplement les données Hydro-France qui donnent les hauteurs de relevé à chacune des stations. Et c'est moi ensuite qui, par différentes analyses que j'ai pu expliquer, et calculer donc, la vitesse d'onde de crue moi-même, à partir des données Hydro-France. Concernant la corrélation, vous avez considéré les corrélations géographiques et vous considérez les corrélations temporelles. Alors en fait, les corrélations que j'ai considérées donc, au travers de Ecopul sont donc des corrélations entre les différentes variables qui sont intervenues dans le modèle. Donc c'est-à-dire les corrélations entre les pluies observées à Barberet en lac 0
à Villaroche en lac 1, je ne sais plus, à Robinson en lac 10, et au troisième au lac 4 de mémoire. Donc, en fait, c'est la corrélation entre ces quatre variables. Par ailleurs, comment corriger le niveau saisonnier de la Seine plus haute l'hiver que l'été? Alors, normalement, c'est une donnée qui est intégrée dans le modèle du fait que les pluies sont modélisées par mois et du fait qu'on observe plus de pluie en hiver, eh bien, le modèle va intrinsèquement du coup simuler des crues plutôt de façon hivernale que de façon estivale. Donc, c'est quelque chose qui est normalement déjà intégré intrinsèquement dans le modèle. Je vois qu'il nous reste 2 minutes. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je vois qu'il y en a plusieurs auxquelles je n'ai pas encore répondu. L'étage de l'appartement assuré est très impactant. Comment combler le manque d'informations sur ce point? Alors, c'est vrai que c'est très impactant. Moi, comme j'ai pu le dire, je n'avais accès simplement à la donnée rez-de-chaussée, intermédiaire ou dernier étage. Mais pour moi, c'est quand même une donnée qui est suffisante, puisqu'en fait, on aura quand même très rarement une hauteur d'eau qui va dépasser un étage entier. Et donc, en fait, la simple séparation déjà de rez-de-chaussée et de étage supérieur me paraît déjà être une très bonne segmentation. Après, il est clair qu'une segmentation plus fine serait évidemment encore plus appréciable, mais ça me paraît déjà être une segmentation assez intéressante. Alors, on voit que le taux de destruction dépend de plusieurs variables, la hauteur d'eau, la durée d'immersion, le nombre d'étages, la de construction. Est-ce que vous l'avez calibré via un modèle de type GLM? Non, je ne l'ai pas calibré via un modèle de type GLM, pardon. J'ai simplement donc, regardé mes historiques et calculé des courbes empiriques. Alors, je vois qu'il va être l'heure. Alors, peut-être une dernière question. Ne faudrait-il pas ajouter la présence de sous-sol ou de caves qui peuvent contenir des moteurs d'ascenseur et des chaudières? Exactement, c'est un point auquel j'avais pensé dans le mémoire, ce qui fait d'ailleurs que les taux de destruction pour notamment des appartements qui seraient au dernier étage ne sont pas nuls, puisqu'en fait, on va avoir un impact dès les premiers centimètres d'eau dans chaque immeuble. Et il est vrai que la présence de sous-sol et de caves peuvent du coup faire partie des biens assurés et qui peuvent être touchés. Et donc, c'est évidemment une variable intéressante. D'ailleurs, il faut savoir que évidemment, dans les sous-sols, on peut avoir aussi des voitures. Et donc là, après, ça donne encore des nouvelles problématiques. Il est à peu près l'heure. Donc, je pense que je vais arrêter là. Alors, je suis désolé si je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions auxquelles je n'ai pas forcément eu le temps de répondre. C'est ma faute. J'étais un petit peu long sur la présentation. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a fortement intéressé. Merci à tous.